Nous sommes dimanche 10 avril 2022. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30. Conviés par le COSIM, plusieurs membres du gouvernement ont participé vendredi à la rupture collective du mois de Ramadan. À la tête de la délégation gouvernementale, le Premier ministre Patrick Achi. Il est allé soutenir la communauté musulmane. Les deux parties ont saisi l'occasion pour réitérer leur volonté commune de consolider la paix et la cohésion sociale. C'est un compte-rendu de Mahama Traoré. En ce 7e jour de Ramadan, dignitaires religieux, membres du gouvernement et cadres musulmans s'empressent de rompre leur jeûne, comme cela est d'ailleurs recommandé par le prophète de l'islam, Mohammed. C'est désormais une tradition pour le gouvernement et le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, de se retrouver une fois pour partager ensemble le repas de la rupture du jeûne à la faveur de chaque Ramadan. Aux côtés de l'exécutif, représenté par le Premier ministre Patrick Achi, le président par intérim de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. En ce mois où partage et générosité sont recommandés, les obligations cultuelles le sont également. Je voudrais recommander aux musulmans qui en ont les moyens de s'acquitter de leur zakat, aumône obligatoire annuelle, pendant le mois de Ramadan. À cet effet, la communauté musulmane a mis en place depuis 2010 une structure spécialisée dénommée Fondation Zakat et Waqf, en vue de recueillir dans une sorte de guichet unique et d'optimiser la redistribution de la zakat par rapport aux besoins de la communauté et d'en faire un instrument efficace de lutte contre la pauvreté. Reconnaissant au COSIM pour sa contribution à la paix sociale, le gouvernement exhorte l'institution religieuse à l'assister dans son combat contre l'extrémisme religieux. La Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays de la sous-région, fait face dans sa partie septentrionale à une poussée djihadiste. Ces terroristes, au nom d'Allah et de la religion musulmane, sèment le chaos et la désolation partout où ils ont réussi à prendre pied. Le président de la République voudrait donc, mesdames et messieurs, vénérés guides religieux, vous exhorter à davantage de pédagogie et de sensibilisation à l'endroit de notre jeunesse, afin qu'elle ne succombe pas à l'appel des sirènes. Notre nation a également besoin de vos prières et de vos intercessions auprès d'Allah, le Seigneur des mondes, pour que la paix et la cohésion sociale, si chèrement reconquises, se renforcent encore toujours. Une fois de plus, le président de COSIM, Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, a traduit sa reconnaissance au président de la République pour sa constante sollicitude à l'égard des communautés religieuses. Avec seulement 5 000 places pour 46 000 candidats, le concours d'entrée dans les CAFOP a été lancé hier samedi sur l'ensemble du territoire national. Un lancement officiel qui s'est tenu à Korogo où la ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation, Mariatou Kone, a exhorté les candidats à l'excellence. Elle leur a recommandé la sérénité, la probité et la transparence. On regarde la correspondance d'Ami Sissoko. Lycée Oufouette-Voyer de Korogo. Il est 8h ce samedi 9 avril quand la ministre Mariatou Kone donne le coup d'envoi des épreuves écrites de la session 2022 du concours d'entrée au CAFOP, Centre d'aptitude à la formation pédagogique. Pour cette première journée, les 46 409 candidats font face aux épreuves de mathématiques, de français et de culture générale. Moi, ça fait 5 ans, mais cette année, les épreuves que je vois, vraiment, j'espère que nous serons admis au concours du CAFOP. Nous allons faire ce qu'on peut pour relever ce défi. Nous allons promouvoir l'excellence. À l'instar de ce centre, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a réitéré à tous les candidats repartis dans les 97 autres centres sur l'étendue du territoire national sa volonté de bâtir un capital humain de qualité dans la transparence. L'année dernière, nous avons dû reprendre une deuxième session et nous espérons que cette année, on s'en tiendra à une seule session et que c'est vraiment ceux qui se font confiance, ceux qui ont vraiment étudié, qui seront
admis, parce que seul le travail paye. Au nom de la solidarité gouvernementale, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation était accompagnée à ce lancement par deux de ses collègues, le ministre Amadou Koulibaly et la ministre Miss Belmont Dogo. La seule chose qui paye, c'est le travail. C'est la constance dans le travail et c'est le message que Madame le ministre a bien voulu leur adresser lorsque nous avons visité les salles, leur demander de compter sur eux-mêmes d'abord. Nous sommes venus la soutenir. Nous avons constaté, c'est ma première fois d'assister à l'ouverture des épreuves. J'ai vu que tout était scellé. Et les candidats sont concentrés. Nous espérons que Korogo en sortira avec un très beau taux de réussite. Débuté ce 9 avril, les résultats définitifs de cette session sont attendus pour le 15 juillet prochain, après les épreuves du test psychotechnique. La Côte d'Ivoire veut s'inspirer du modèle français. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage était récemment en mission d'imprégnation dans l'Hexagone. Dans la région de Nancy, Kofi Nguessan s'est intéressé au modèle de l'école de la deuxième chance, un système qui permet aux jeunes sortis du monde éducatif et sans qualification d'intégrer le milieu du travail. Envoyé spécial à Nancy, Hugues Hervé Blé. Dans le grand test français, l'école de la deuxième chance fait ses preuves dans la réinsertion des jeunes de 16 à 25 ans sans emploi et sans qualification. Soucieux d'améliorer sensiblement l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Enseignement technique, professionnel et de l'apprentissage s'intéresse à ce dispositif. À Nancy, Chalon, Strasbourg, Kofi Nguessan a discuté des conditions de mise en œuvre et d'opérationnalisation de l'école de la deuxième chance. Il a été question de collaboration. En 2020, les EDC ont accueilli, sur 135 sites en France, 14 188 stagiaires. 80 formations sont proposées dans les métiers de la bouche, l'hôtellerie-restauration, les services à savoir la coiffure, la vente et autres. Des formations également dans la maintenance des véhicules, la santé et le social, la logistique, les réseaux télécoms. Le réseau des écoles de la deuxième chance intègre des centres de formation à l'apprentissage. Il connaît 63% de sorties positives vers un emploi ou une formation qualifiante. La formatrice, donc Stéphanie Rudarzac, formatrice en vente, spécialement en CAP. Sylvie Camus, formatrice en maths sciences et en plus on fait de la co-intervention vente, utilisation des caisses. À Nancy, le ministre Kofi Nguessan s'est aussi intéressé à la possibilité de création d'entreprises qu'offre le dispositif. Le CAREP, qui se définit comme la pépinière d'entreprises du pays Val-Lorraine, accompagne plus de 100 porteurs de projets par an pour 50 créations. Ça fait donc 4 ans en fait que nous rayonnons donc ici. On a agrandi la société d'année en année. On a pu y construire ce bel outil de fabrication grâce bien évidemment à CAREP et à leur accompagnement du quotidien. Bravo, c'est ça. C'est un bon parcours. Merci. À ses hôtes, le ministre Kofi Nguessan a dit toute la détermination du gouvernement ivoirien à améliorer l'employabilité des jeunes et à développer les compétences de son capital humain, en s'inspirant aux besoins des expériences réussies. Retour ici en Côte d'Ivoire avec le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui s'est rendu dans la commune de Bingerville. Bruno Nabagné-Koné était alors en compagnie de tous les acteurs du cadre bâti. Au menu des échanges, le problème lié à la gestion des ressources foncières dans la commune de Bingerville. C'est un compte-rendu de Cheikh Aboubakar Koné. Après Yopougon, Koumassi, Adjamé, Plateau, Port-Boué et Cocody, c'est au tour de la commune de Bingerville d'abriter les rencontres tournantes de la plateforme collaborative de contrôle des infractions sur le cadre bâti. Commune en pleine expansion, Bingerville, depuis ces dernières années, vit au rythme de conflits fonciers et bien d'autres difficultés d'ordre structurel en matière de construction et d'urbanisme. Des points qui ont été longuement évoqués au cours de cette rencontre, notamment les 2000 hectares de la Palme Industrie et les 27 lotissements de la commune non encore approuvés. Nous sortons de cette séance de travail-là et très heureux de voir qu'il y a beaucoup à faire.
et beaucoup reste à faire pour les populations de Benjerville. Mais j'avoue que le ministre a pris toutes les préoccupations de notre commune et vraiment il a pris bonne note et a demandé à ses équipes de se mettre à disposition pour régler définitivement les problèmes de litige et les problèmes de recasement de nos différentes populations. Ce cadre de collaboration doit être considéré comme un pont permanent entre la mairie et le ministère afin d'adresser tous les problèmes de la commune liés au cadre bâti. C'est exprimé Bruno Koné. Ici, nous avons abordé des questions qui sont spécifiques à la ville de Benjerville, qui est une ville en très forte mutation. C'est une ville à la fois ancienne et très jeune. Donc la mairie a cette obligation-là de concilier ces deux aspects. Et au plan urbanistique, elle a sans doute besoin d'être soutenue par le ministère en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme. Donc nous avons débattu de toutes les questions qui concernent Benjerville et nous avons assuré, monsieur le maire et son conseil municipal, du soutien du ministère dont nous avons la charge. Outre ces questions, Bruno Koné a égrené les dernières réformes de son département ministériel, la récapitalisation de la BACI, la création du fonds de garantie du logement social, ainsi que la parafiscalité sur le ciment, le fer à béton et le marbre. Et pour parler de la lutte contre la cherté de la vie, le ministre du Commerce et de l'Industrie était dans la région de la Marawi. Bouaflé Souleymane Diarra-Souba a appelé les grossistes et les détaillants à l'application effective des prix plafonnés. C'était au cours d'une visite inopinée dans les différents lieux de vente. On regarde le compte-rendu de Léon Pro. Bouaflé, place Tchin-Tchin. Le ministre du Commerce dans un magasin de vente en gros de produits de première nécessité. Au gérant, l'interrogatoire de Souleymane Diarra-Souba contient une seule préoccupation, le prix pratiqué pour le lait, le sucre, le riz, l'huile. Même question dans cet autre lieu de commerce au détail. Ici, le ministre du Commerce sillonne même les rayons. Question de s'assurer lui-même de l'application effective des prix plafonnés. Riz, maman, vrac, nous le faisons à 12 000. Le riz, Ongsam, 50 kg, 21 300. Rizière, 50 kg, 21 050 francs. 1,5 litre d'Inor. Le plafonnement nous demande de le faire à 1750, 1760, mais nous le faisons à 1700 francs. Les prix sont affichés. Et j'ai discuté avec les commerçants, je veux dire par rapport à certaines de leurs préoccupations que nous prendrons en compte. Mais l'idée est qu'ils ont pris l'engagement d'accompagner le gouvernement pendant cette période à l'effet que les populations vivant ici à Bouaflé et sur tout le territoire national puissent se servir aux prix qui ont été arrêtés par le gouvernement. N'empêche, le ministre du Commerce renouvelle l'appel du gouvernement au respect des prix plafonnés, le plafonnement faisant partie des initiatives de l'État pour lutter contre la vie chère. Le ministre du Commerce et de l'Industrie n'exclut pas de sanctions, passé la phase de sensibilisation au respect des prix plafonnés. Dans l'actualité internationale, on apprend que la Russie a bloqué une demande du Conseil de sécurité pour des enquêtes indépendantes sur le massacre présumé de Moura au Mali. La demande rédigée par la France avait été soumise au Conseil de sécurité vendredi, mais selon plusieurs diplomates, Moscou s'y est opposé, soutenu par son allié Pékin. Selon un rapport de l'ONG Human Rights Watch, 300 civils de Moura auraient été victimes d'exécutions sommaires de la part des soldats maliens associés à des combattants étrangers. Les autorités de Bamako affirment de leur côté avoir neutralisé 203 djihadistes. Et puis en France, c'est le jour J. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche 10 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Quelques 48,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. En augmentation par rapport aux élections régionales et départementales de l'an dernier. Pourtant, l'abstention reste plus que jamais la grande inconnue de ce scrutin. Les chiffres de la participation seront connus à midi puis à 17h et les résultats seront dévoilés à 20h heure locale. Outre le président sortant Emmanuel Macron, 11 candidats se présentent au suffrage des Français de l'extrême droite à l'extrême gauche, avec notamment Marine Le Pen et Éric Zemmour. Voilà, c'est la fin de ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi et restez surtout en notre compagnie sur RTI 1. Les informations se poursuivent.